téléspectateurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les points qui ont dominé l'actualité cette semaine. À partir du 15 octobre 2017, la MINUSTAH s'en va, la MINUJUST s'en vient. Une nouvelle mission de l'ONU en Haïti, de mandat de 6 mois, qui a entre autres objectif de renforcer l'état de droit en Haïti, d'appuyer et de développer la police nationale d'Haïti. Vers la reconstruction du Palais national, Jovenel Moïse a installé mercredi dernier le groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, une structure de 7 membres et un mandat de 90 jours pour faire son rapport. Et puis le Premier ministre haïtien, Jacques-Guy Lafontan, et ses ministres ont répondu jeudi dernier à la convocation des sénateurs sur la feuille de route du cabinet ministériel. Les opinions des pairs conscrits vacillent entre appréciation et insatisfaction sur les explications des ministres. Il n'y a pas de produits alimentaires synthétiques à base de plastique sur le marché haïtien, révèlent les résultats des tests organoleptiques du ministère du Commerce qui tentent de rassurer la population tout en l'invitant à ne pas s'alarmer face à de fausses rumeurs. Vers le relèvement post-Mathieu dans le Grand Sud, le ministère de l'Agriculture, l'Union européenne et l'AFD ont conclu vendredi un accord de financement de 4 millions d'euros au programme de sécurité alimentaire Sud en vue d'améliorer les revenus de la population locale. Célébration le 20 avril de la Journée nationale de la diaspora haïtienne, autour du thème plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora. Le président Jovenel Moïse appelle à des démarches réelles pour l'intégration des Haïtiens de la diaspora. On fera également un petit coup d'œil à l'étranger. Un policier tué et 2 autres blessés par balle à Paris sur les Champs-Élysées jeudi dernier. L'agresseur, dont l'identité est connue et vérifiée, a été abattu, a informé le procureur de la République de Paris. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Oui, me sorti la ville là. Oui, sous route, la Cugna. Oui, n'a privé quand même. Bon, pas con qu'il est, mais si c'est pour arriver, n'a privé. Le vrai 4G LTE est maintenant disponible seulement chez Natcom. Faites vous-même la différence. Venez tester le vrai 4G LTE propulsé par Natcom. Jusqu'à 10 fois plus rapide que le 3G de la compétition. Natcom 4G LTE. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE. Natcom, the future is now. Let's go! Bienvenue au développement de ce 56 minutes synthèse. Nous vous offrons toujours ce qu'il y a de meilleur en matière d'information sur Télésignal. Selon la résolution 2350 votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 13 avril dernier, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, devra laisser le pays le 15 octobre prochain et elle sera remplacée par une nouvelle mission baptisée Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, qui aura bien sûr un mandat de 6 mois. La MINUJUST comptera 1275 agents de police et elle sera chargée d'aider le gouvernement à renforcer les institutions, l'état de droit, d'appuyer et de développer la police nationale d'Haïti, a expliqué la chef de la MINUSTAH. Suivez là au micro de Pierre-Lenique Revange et Max Joseph. Le Conseil de sécurité est arrivé à la conclusion que le moment est venu de remodeler le partenariat entre la communauté internationale, les Nations Unies et Haïti en vue d'assurer la consolidation de ces acquis. La résolution 2350 prévoit donc, en plus de la fermeture de la MINUSTAH le 15 octobre, la mise en place d'une nouvelle mission, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, établie pour une période initiale de 6 mois
du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018. Cette nouvelle mission, avec un effectif et un mandat plus réduit, assistera le gouvernement d'Haïti dans le renforcement de l'état de droit, apportant un soutien opérationnel et technique à la PNH dans la mise en œuvre de son plan de développement stratégique 2017-2021 et en appui sur la situation en matière de droits de l'homme pour en rendre compte et l'analyser. Elle sera composée d'un maximum de 7 unités de police constituées au lieu de 11 actuellement, qui seront déployés dans 5 départements, ainsi que 295 officiers de police individuels dans les 10 départements, soit une réduction des 2/3 du nombre de policiers individuels actuels. Permettez-moi de vous rappeler que, bien que le rôle des Nations Unies va changer fondamentalement, ce changement a été préparé pendant un processus de consolidation de 4 ans avec l'adoption du plan de consolidation de la stabilisation par le Conseil de sécurité en 2013. Ayant des mandats et des effectifs différents, la transition entre la clôture de la MINUSTAH et l'ouverture de la MINUJUST suivra de la même façon une planification minutieuse. La décision des Nations Unies de remplacer la MINUSTAH par la MINUJUST est une décision unilatérale qui ne va en rien résoudre le problème du pays. De l'avis du président de l'Assemblée nationale, le sénateur Yuri Latortue appelle le législatif et l'exécutif à œuvrer afin de mieux équiper la PNH et de mettre sur pied une force armée professionnelle en vue, dit-il, de récupérer la souveraineté nationale. Yuri Latortue était au micro de José Lexidor et Yvon Seïd. Pour moi, personnellement, Mabzo, décision pour remplacer MINUSTAH par MINUJUST, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ça veut dire que ceci revient à la même chose. Moi, je crois que MINUSTAH a juste une présence pour assurer une certaine pérennité. Et bien, ça, le pays a besoin. Le pays a besoin qu'on y ait pour gagner ces 2 forces, la police et les forces armées d'Haïti. MINUSTAH rencontre les gens, ils roulent les gens, ils demandent qui sont pensés. Mais ça a été pensé déjà dans la tête. C'est comment pour assurer la pérennité en Haïti pour que des gens viennent travailler, mais pas soucieux de développement institutionnel du pays. Et dans ce sens, moi-même, je pense que je ne vais pas inscrire du tout dans la ligne. Je inscris dans la ligne. Côté si le ministère veut aider le pays, il a quitté mission pour accompagner la police, mission pour accompagner les forces armées, mission pour accompagner le service d'intelligence nationale. Et il y a une mission tout sur la question de la justice. Mais je dis, il a choisi pour que vous retirez les troupes militaires, pour que quitter le pays à Jean-Lia, pour que dans 3 ans, 4 ans, n'importe quel problème qui gagne, force nous, pas même pour faire face à eux et puis pour retourner encore. Nous croyons que fois ça, nous ne pouvons pas prendre comme ça. Il faut que le gouvernement, le Parlement, décide pour que constitutionnellement, ils mettent sous pied les 2 forces, qui sont une police professionnelle et une armée de métier. Non, décision ministérielle unilatérale. Unilatérale, ils ont décidé, c'est ça qui est dans la tête, parce que le secrétaire général adjoint et le ministère de venu dire non, ça va bon. Ils ont décidé, ils ont fait, ils ont rempli le papier. Le sénateur Willow Joseph, lui aussi, désapprouve la substitution de la MINUSTAH par la MINUJUST. Le 2e secrétaire du Grand Corps appelle en outre les Haïtiens à se mettre ensemble afin de prendre en main le destin du pays. Willow Joseph au micro de José Lexidor. Depuis que les Nations Unies sont côté sur la terre, c'est toujours le pays qui détruit. Parce que c'est instabilité sous toute forme, ils mettent dans la zone côté OEA. Et c'est la misère sur toute la ligne, ils mettent côté OEA. Le problème pas ici, c'est parce que les Haïtiens ne peuvent jamais comprendre. Est-ce que c'est eux-mêmes qui vont mettre ensemble pour que vous résolviez le problème pays, ou toujours à les gens résoudre les pour eux, ou bien toujours mettre charge sur des gens comme quoi c'est les gens qui ne peuvent pas. Et d'après chaque Haïtien comprendre,
A dit, par exemple, ce Burundi, qui gagne 27 000 km² même Javen, et qui a une guerre civile qui a détruit, je dis, ils entendent, ils admettent que c'est eux qui pour entendre pour payer un problème pays à résoudre, et puis ils font. Je dis, Burundi a avancé, et que Haïti lui-même, nous ne pourrons jamais admettre à ce que le problème n'est pas un problème haïtien lié pour entendre nous, pour que nous résoudre le problème. Nous devons toujours résoudre pour nous. Les Nations Unies, allez, il a quitté une autre mission encore, comme ça a toujours fait depuis avant, et que Peter, pas l'autre forme encore plus devant, a toujours le même problème. Il a toujours dit la police nationale toujours jeune, il n'est pas capable, et que l'armée pays n'a toujours pas mettre en place, parce que nous ne testons pas en force publique, en gros force qui peut gagner pour l'armée, avec renforcer la capacité de la police, surtout haïtien, nous avons toujours le même problème. Parce que tout pays, toute boîte l'État, sauf dans le Parlement là, qui n'a pas un ministère et les Nations Unies qui occupent la boîte, parce que dans tout le bureau de l'État, la police nationale, quelle institution, les gagnants, on va blanc là-dedans. Ils sont pays qui pour nous désoccuper de toute façon. Et que je pense que il y a conscience qu'à prendre, finalement, parce qu'il y a un travail à faire pour que nous, dans qui mesure, nous faire haïtiens comprendre que c'est nous-mêmes qui problème pays et c'est nos solutions. Pour que désormais, nous résoudons le problème. Le député Price Cyprien applaudit la décision du Conseil des Nations Unies de mettre fin au mandat de la MINUSTAH en octobre prochain. Le député de Thomasos souhaite que la prochaine mission de l'ONU en Haïti, la MINUJUST, ne durera plus de 2 ans dans le pays. Écoutons le député Price Cyprien au micro de Josué Lexidor et Yvon Saïd. Décision ça qui prend dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander des engagements progressifs MINUSTAH en un pays. Parce que pas oublier que la première mission qui est venue en Haïti datée de 1994 après retour à l'ordre constitutionnel là, et que depuis ce moment ça, les Nations Unies ont dit que pour arriver à résoudre le problème qui est en Haïti, ça prend au moins 1 à 2 décennies. Nous que c'est ça que fait. Et nous avons une première mission qui vient, Missivi, Mika, qui vient, qui allait. Et puis, bizarrement, en 2004, nous avons un MINUSTAH qui était pour encore pour qui Jean a aidé à stabiliser le pouvoir politique là dans le pays. Je pense que après des élections qui fait, nous arrivons à une certaine stabilisation de pouvoir politique là, il est très normal que le MINUSTAH désengagé pour aller vers d'autres cieux côté qui a un pile problème pour y aller le travail. Mais nous que transformer mission, résolution transformer mission en l'autre mission, appui à la justice, c'est mini-juste, on va de ce genre. Et nous étions quoi que dans la mission, ça à côté militaire, le ministère a désengagé, a prêté quelques policiers pour capable permettre renforcement structure la police noire. Nous étions quoi que entre la police et la justice, appui que les Nations Unies pour le bail là, ont appui qui de longue durée et que après 1 ou 2 ans, pensez que n'a fini avec question assistance ça, que ce soit en matière policière ou bien en matière de justice, parce que faut pays capable de prendre institution palio en main pour avancer vers stabilité dans le pays d'Haïti. Des riverains de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince disent voir dans la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de transformer la MINUSTAH en MINUJUST, le prolongement bien sûr de la mise sous tutelle d'Haïti par la communauté internationale. Ils suggèrent à l'État haïtien d'œuvrer au développement de la police nationale en vue de mener à bien cette transition sécuritaire après le départ des casques bleus d'Haïti. Écoutez-les au micro de Dieudonné Saint-Cyr et Jasmin Denis. Qui dit MINUJUST, qui dit MINUSTAH? C'est presque même bagarre là, puisque vous avez même papa. Comme vous dit, contrat MINUJUST est très court, parce que c'est 6 mois à pied. Nous espérons que l'État haïtien, que vous dégagez, vous commencez à engager au fur et à mesure, pour nous avoir propre force de sécurité par nous. Je veux dire, le ministère pour aller dans le pays, il est supposé qu'il y ait un autre corps qui sortit, qui vous prend en place, ministère, pour payer avec bon genre de loi, qu'il faut refonder l'armée avant le ministère, ou pour que ça nous gagne pour préparer sol noir là. Il y a un ministère dans le pays d'Haïti, il y a un ministère, chaque ministère a son machine. Le gars des policiers sont là, c'est 20 policiers qui montent machine, même placés par la jeune. Ça n'a pas passé pour l'État haïtien à faire. Comme président Jovenel, repasser le pays. Le ministère dans le pays, je ne sais pas rien que pour régler comme ça. Si nous-mêmes haïtiens qui vivons dans le pays, nous avons renforcé la sécurité à plus, nous n'avons pas besoin de les ministères venir nous aider, nous renforcer la sécurité.
parce que moi, c'est entre nous, nous qu'à mettre la paix dans le pays. Nous. Soulignons que le ministre de la Défense, Hervé Denis, s'est engagé à remobiliser les forces armées d'Haïti en vue de répondre au départ de la MINUSTAH. À cet effet, le ministre Denis informe avoir déjà soumis au président de la République, Jovenel Moïse, un plan de recrutement de 500 hommes de troupes qui doivent être accompagnés d'un haut commandement. Écoutons ces déclarations. C'était lors de la séance de convocation du gouvernement Lafontant par le Sénat de la République le 20 avril dernier. Nous avons soumis hier au chef de l'État et au Premier ministre, peut-être qu'ils n'ont pas encore reçu la documentation, un plan de recrutement pour un effectif de 500 hommes de troupes à commencer tout de suite. Parce que le départ de la MINUSTAH nous interpelle et il faut commencer à mettre en œuvre ce premier contingent avec d'abord, il faut créer un haut commandement pour les hommes de troupes. Parce qu'il est important qu'une institution militaire doit être basée sur des principes tels que le commandement et l'esprit d'obéissance au règlement. Nous avons également effectué un inventaire de nos casernes qui ont été laissées en abandon, et particulièrement sur la zone frontalière. Et ce travail, on le fera conjointement avec mon collègue du ministère de l'Intérieur. Pour pouvoir également travailler assez vite, nous avons déjà 2 bases de la MINUSTAH des troupes de la MINUSTAH qui sont parties, dont l'une se situe à Gressier et une autre dans l'Artibonite. Avec le départ imminent également de la MINUSTAH, nous envisageons de pouvoir récupérer d'autres matériels et des bases pour pouvoir mettre nos hommes de troupes. Autre information à ce 56 minutes synthèse, au moins 20 morts et plusieurs blessés, bilan d'un terrible accident survenu sur la nationale numéro 2 à hauteur de Morne-Brié dans le département du Sud. Il faut dire qu'un autobus dont les freins seraient lâchés au moment de prendre une courbe serait à l'origine de cet accident. Et puis le secrétaire d'État à la sécurité publique, Jean-Tel Joseph, annonce une série de visites dans les départements du pays en vue de s'enquérir de leur fonctionnement sur le plan sécuritaire. D'un autre côté, Jean-Tel Joseph informe que de nouvelles stratégies seront adoptées conjointement avec la PNH en vue de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Le secrétaire d'État à la sécurité publique au micro de Dieudonné Saint-Cyr et Max Joseph. Nous gagnons, je dis en perspective, une tournée nationale pour nous rencontrer l'ensemble des autorités qui éparpillées à travers le pays. Secrétaire d'État pas capable de rester parcours seulement, il doit présent à travers le pays parce que le problème sécurité, c'est pas seulement à Port-au-Prince qu'il y a. Et n'a pas annoncé nous que jeudi, dans la minute ma parole là, secrétaire d'État à la sécurité publique là, est présent à travers toutes les communes du pays. C'est-à-dire, moi en mesure pour m'annoncer nation, quel que soit sa cap fait en Haïti, secrétaire d'État a une capacité jeudi pour lui capable d'avoir information à temps réel. Nous tous connaissons sécurité, lui représenter la direction pouvoir. Nous-mêmes, comme secrétaire d'État à la sécurité publique, nous reconnaissons que nous représentons la direction pouvoir. Donc nous devons prendre toutes dispositions nécessaires pour nous assurer que la population est en confiance. Mentionnons qu'une correspondance en date du 13 avril 2017, signée du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Max Rudolph Saint-Albin, a demandé au ministre de l'Économie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon qu'un montant de 100 millions de gourdes soit viré sur
le compte de 11 12 05 071, logé bien sûr dans le compte unique du Trésor CUT. Cette somme servirait à couvrir les activités de renseignement et de la sécurité durant les périodes avant et après la fête du travail, les activités en rapport à la caravane présidentielle fixée au 1er mai et les festivités liées à la commémoration du drapeau. Autre point à ce 56 minutes synthèse, réagissant sur l'argent donné aux sénateurs et députés, respectivement 1 million de gourdes et 350 000 gourdes pour la fête de Pâques. Ronnie Desroches dit reconnaître que cette pratique n'est pas nouvelle, toutefois, ni un style, ce serait mieux que ce soit les élus locaux qui bénéficient de cette somme, près de 76 millions de gourdes au total, ce qui, croit-il, pourra les permettre de supporter les activités culturelles de leur municipalité respective. Nous écoutons Ronnie Desroches. Certainement, son tradition que l'exécutif toujours disposé une valeur pour période Pâques là, particulièrement pour bande rara qui a sorti des barres comme ça pour qu'il y ait un minimum de festivités tout dans le milieu rural là. Je pense que la culture a une importance dans le pays d'Haïti. D'autant plus que Haïti est un pays qui accorde en pile importance à la culture. Donc c'est normal, moi je crois qu'ils ont disposé de certaines valeurs pour ces activités culturelles. Cependant, moi je pense qu'au lieu pour des parlementaires pour remettre l'argent ça, je pense que c'est le tapis naturel que c'est à maire, magistrats qui t'a recevoir l'agence, yo même qui gagnent un rapport de proximité avec les différents groupes culturels, les différents groupes de rara et autres, qui t'a fait distribution ça en fonction de dynamisme groupio, etc. Donc moi je pensais que l'état plus naturel pour que c'est maire qui t'a recevoir l'argent et non pas les députés et les sénateurs. C'était annoncé en titre, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, accompagné de son cabinet ministériel, a répondu jeudi dernier à la convocation du Sénat de la République en vue de présenter aux circonscrits les différentes feuilles de route qu'il a remises aux ministres. Dans son intervention, le chef du gouvernement indique avoir ordonné à chaque ministre d'élaborer un plan opérationnel pour l'application de leurs feuilles de route respectives. Jacques-Guy Lafontaine au micro de Josué Lexidor et Yvan Seïd. À la distribution des feuilles de route, j'ai passé des instructions à chaque ministre de mon cabinet ministériel de préparer un plan opérationnel pour l'exécution des recommandations mentionnées dans ce document. Certes, pour répondre aux aspirations de la population qui vous a voté, le gouvernement se mettra à votre disposition durant toute l'exécution de ces plans d'action. Le sénateur Antonio Cherami se dit n'être pas satisfait des explications fournies par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et d'autres membres du cabinet ministériel dans le cadre de leur convocation. L'élu du département de l'Ouest souligne que les voies et moyens pour exécuter les feuilles de route confiées à chaque ministre n'ont pas été identifiés. Écoutons le sénateur Antonio Cherami. C'est presque même ça le Premier ministre a dit tout dernièrement, l'elle devine là. Et on continue, le ministre a parlé, mais il y en a beaucoup de gens qui ont côté un moyen pour faire ça, il y a pile ça, il dit à faire. Et parce que je dis à moi-même, je viens pour plus faire des remarques avec le Premier ministre. Je dis en présent pour capable signaler quelques points qui sont importants pour le Premier ministre, comme on est à chercher l'argent. Nous ensemble de côté, nous connaissons dans l'État qui a un corps qui a gaspillé. Par exemple, regardez dans la citadelle, l'argent qui a ramassé dans la citadelle, par exemple, pour période Pâques là seulement, près de 60 000 personnes ont visité dans l'espace ça, et leur venu, ils ont un petit bracelet pour 50 gouttes. Comme ça, nous par contre côté l'aller. Moi-même, dans la recherche que je fais, moi, son corps biométrique dans la coopérative, et si je ne me pas tromper, non, je suis dedans. Et je tout dit, Premier ministre, ça son moyen pour ne pas quitter perdu.
Et les n'a regardé tout dans le service de supervision qui gagne sous taxe en dans le pays en leur on produit rentrer. Nous avons une catégorie qui ne va jamais payer plus que 5%, or au table de payer 16%. Nous tout le monde paye bien, nous avons un petit groupe de 5 qui ne va jamais payer même. On va poser problème ça avec le Premier ministre pour me garder qui j'en a fait 5 groupes de 5 personnes payer taxes. De son côté, Naoum Marcellus dit prendre note des explications fournies par les membres du gouvernement Lafontan. L'élu du département du Nord, allié du PHTK, le parti présidentiel bien sûr, promet d'exécuter un contrôle strict sur les travaux de chaque ministre dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Naoum Marcellus. Connaissance de feuille de route, de instructions que le Premier ministre a président passé chaque ministre et pour nous garder qui attitude n'a gagné face à feuille de route là et même votre budget à tout, comment nous allons faire répartition. Donc on va savoir que c'est l'Assemblée des sénateurs, bon, ainsi que la Chambre des députés qui fait votre budget. Donc il était nécessaire aujourd'hui pour que nous demandons président Chambre pour inviter les ministres, même si tout pas là en extenso, mais cependant pour nous avoir vue de feuille de route là de ça qu'a dit et qui instruction formelle qui passe. Ministre justice sans convaincre. Parce que le ministre justice est clair dans la feuille de route par là, dans l'instruction que le recevoir et que moi félicite le ministre justice pour faire dès que le gagne. Et seul ça n'a pas attendu que l'implémenter ça que le bal dans la feuille de route. Et ministre santé parce que on est clair que dans le Nord, il y a un paquet de monde qui était fait campagne avec même, qui est des petits personnels. Et comme il a cherché l'argent pour payer, il est clair que faut que les payer, donc ça satisfait besoin ça. Parlons économie à présent. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a procédé mercredi dernier au palais présidentiel à l'installation du groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Le groupe composé de 7 personnalités est coordonné par l'ingénieur Clément Bélizer. Il a entre autres mission de définir le plan, le programme et élaborer les termes de référence de l'étude de la reconstruction du palais présidentiel détruit, on se le rappelle, lors du séisme dévastateur de janvier 2010. Pierre Lunique, Revanche et Jasmin Denis. Créée par un arrêté présidentiel en date du 6 avril 2017, cette commission de 7 membres, dont une femme, a la responsabilité de coordonner les activités devant aboutir à la reconstruction du palais présidentiel détruit par le tremblement de terre de 2010. Une ampliation a été remise à chaque commissaire par le président de la République qui les a conviés à se mettre vite au travail en vue de redonner à la nation son palais d'antan, l'un des symboles de la fierté néoclassique. En décidant de reconstruire le Palais national comme bien immobilier à valeur culturelle et historique de la République, mon administration veut offrir à la jeune génération l'opportunité de marquer de son empreinte l'histoire du pays et d'inscrire dans la pierre sa vision d'une Haïti nouvelle. Conformément aux attentes de l'État, la reconstruction du bâtiment historique du Palais national doit permettre au pouvoir exécutif d'avoir un cadre attrayant qui facilite le travail de la présidence de la République tout en dotant la nation d'un bâtiment qui en impose esthétiquement pour accueillir et recevoir dignement ses invités. Le chef de l'État a aussi pris l'engagement de reconstruire au cours de son quinquennat le palais législatif dont les chantiers devraient démarrer en juin prochain. Jovenel Moïse promet également de reconstruire le palais de justice. Ces projets ambitieux entrent dans le cadre de la construction de la cité administrative qui vise à établir une proximité entre les 3 pouvoirs. Reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince, ce n'est pas seulement une opération de bricolage et de posage de blocs. Cela demande des compétences pointues dans différents domaines du savoir. Pour recadrer et stimuler les efforts de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince, un comité d'initiative sera incessamment mis sur pied. Il ne travaillera pas seulement sur la manière de se présenter la ville, mais aussi sur les outils financiers appropriés en support à la reconstruction de Port-au-Prince. Le palais national a été construit par l'architecte haïtien Georges Bossan en 1922
sous la présidence de Sudre d'Arctic Nav. Détruit il y a 7 ans, ce palais va être reconstruit à l'identique selon le vœu du président de la République qui annonce pour la fin de l'année 2017 le début des travaux. La commission a un mandat de 90 jours pour produire son travail. Haïti consolide les bases de sa production nationale, thème autour duquel s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel Montana une conférence débat sur les enjeux et perspectives de la renégociation de la liste de concessions tarifaires de la République d'Haïti à l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit d'une initiative de l'Association des industries d'Haïti, ADI, supportée par le gouvernement haïtien. Occasion pour le vice-président de l'ADI, David Coles, d'encourager l'équipe au pouvoir à agir en faveur du développement de la production nationale. Suivez au micro de Dieudonné Saint-Cyr et Yvan Seyid cette déclaration. L'activité aujourd'hui, c'était pour nous exposer à la population, au secteur commercial. Et sous des bagages que l'on travaille et à ce qui a trait à voir l'Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement est en train de négocier des tarifs plafonds qui pourraient permettre au pays de vraiment pousser la production nationale. Et l'ADI qui supporte en pile production nationale, tout ce qui est production agricole ou industrielle, et travaille sur ce dossier ça depuis très longtemps. Et nous sommes très contents que M. Chenet Saint-Ville et M. Peterson Noël viennent et présenter nous exactement qui ça que y a fait pour ça au niveau Organisation mondiale du commerce. Et la plupart des pays ont ce qu'on appelle un tarif consolidé et un tarif appliqué à la douane, tarif consolidé. Nous, Haïti, vraiment pas de gain parce que son bagage est pratiquement baissé à zéro ou très très bas, qui permettent que nous pas de gagner des protections sous production nationale, que ce soit agricole ou industrielle, et qui fait que quand pile usine qui était fermée. Il faut dire, mesdames, messieurs, que le président Jovenel Moïse et le commissaire européen à la coopération internationale et au développement ont signé jeudi dernier au Palais national l'accord de relance de la construction de tronçons de route Hinche-Saint-Raphaël. En marge de la signature de l'accord, les deux hommes ont eu une tête-à-tête. Les discussions se sont déroulées en présence de l'ambassadeur de l'UE en Haïti, le chancelier haïtien ainsi que l'ordonnateur national. Dans le cadre de sa série de visites débutée depuis plus de 2 semaines dans des entreprises privées du pays, le président de la République, Jovenel Moïse, s'est rendu jeudi dernier à l'usine Caribbean Food Manufacturing SA à Santo. Cette usine de fabrication de flocons de maïs, communément appelée Cornflakes, compte 80 employés et exporte ses produits dans 7 pays. Le chef de l'État a, dans son intervention, promis tout son soutien aux propriétaires en particulier et au secteur de l'agro-industrie en général, en créant plus de conditions capables d'encourager plus d'investissements à ce niveau. Suivez au micro de Pierre Lenique Revange et Jasmin Denis sa déclaration. Suite de visites, ça que m'a fait. C'est des visites pour encourager la production locale. C'est des visites pour faire monde se reconnaître. Entrepreneur qui prend risque, qui met cobio dehors, qui prêté pour faire grosseur usine moi sur visiter là. Pour reconnaître que pas pour quoi. Yo pas pour quoi nous camper derrière parce que l'état supposé là pour servir monde qui bail travail dans le pays. L'état supposé créer conditions pour emploi créé dans le pays. C'est pas l'état qui là qui pour barrer la route à monde qui veut faire business. Je dis on nous dit nous paraît pour que tout le monde qui fait business dans le pays, il connaît l'État, une administration politique qui là pour faciliter toute bagaille. Visite ça, c'est deuxième visite moi dans l'agro-industrie dans le pays. Chaque semaine nous avons nos industries de production côté nous avons utilisé matière première locale. Si il y a un problème pour utiliser, nous disons, nous parlons pour encadrer tout planteur. Tout producteur agricole pour que le produit n'a fait nous sommes capables de transformer. Même gens dans Chaïsa, nous avons regardé comment tomate là, nous avons transformé tomate là, tomate qui a planté dans plein de culture de ça. Parce que le pays arrivé dans un moment
côté fond de tête nous ensemble pour nous déraper. Même j'aime saute ouais, fierté pas mandant là. Tout technicien qui travaille c'est haïtien. Conflex n'a mangé aujourd'hui dans le pays d'Haïti, c'est technicien, c'est jeunes haïtiens, haïtiennes qui travaillent pour faire Conflex ça. Moi fier. John Batroni, directeur général de l'usine Caribbean Food Manufacturing SA, la seule usine spécialisée dans la transformation de maïs dans le pays, salue l'intérêt témoigné par le chef de l'État pour le secteur de l'agro-industrie, élément indispensable à l'économie haïtienne par ailleurs. Il dit attendre avec impatience la concrétisation des différentes promesses faites par le président Jovenel Moïse lors de cette visite. Ces propos ont été recueillis par Pierre-Lunique Revange et Jasmin Denis. C'est un honneur pour nous recevoir le président ici aujourd'hui. Président, ouais, effort que nous-mêmes, compagnie ça, qui ouvrit depuis mars 2013, qui a fait production nationale, a exporté de produits que nous faisons en 7 pays. Le président a un message qui est clair aujourd'hui, c'est que chaîne de valeur de matières premières, il faut que nous prenions de Haïti. Il va travailler avec nous pour que matières premières nous sortent dans tous 4 coins pays d'Haïti. Nous parlons pour lui, nous parlons pour l'accompagnement président et gouvernement. Et nous avons encore dit que avec support gouvernement ça, nous pourrons aller vers l'avant, nous atteindre d'autres pays. À part 7 pays que nous avons déjà, nous allons aller vers l'avant pour nous atteindre l'autre pays qui a porté fruit pour le pays. C'était annoncé en début de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumény, dément les informations selon lesquelles des produits alimentaires synthétiques à base de plastique sont en vente sur le marché haïtien. L'enquête du ministère du Commerce et de l'Industrie y relative a révélé qu'on n'est pas en présence de riz et de pâtes alimentaires à base de plastique, rassure le ministre Dumény, qui invite la population à ne pas s'alarmer face à, je cite, ces fausses rumeurs, affirmant que son ministère s'engage à renforcer le processus de contrôle de qualité dans le pays. On l'écoute. Couper court à certaines rumeurs persistantes qui ont circulé à travers le pays concernant les produits synthétiques. En ce sens, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons mené une enquête et nous avons pris un échantillon de produits, particulièrement vermicelle avec du riz, et nous avons analysé au niveau du laboratoire national qui est situé à Tamarinier au niveau du ministère de l'Agriculture. Les résultats ont révélé que les produits ce n'est pas des produits plastiques, c'est juste des produits que la communauté asiatique qui en Haïti te fait venir dans le pays pour être capable de consommer parce que nous n'avons pas la même habitude culinaire, alimentaire avec eux. Même le sénateur qui te dit ça, nous n'avons aucun problème, c'est normal. Le sénateur en tant que parlementaire, il a pour devoir veiller à la santé de la population. Parce que nous-mêmes, au niveau du ministère du Commerce, nous n'avons pas traité chita sous l'ouvrier. Nous avons décidé de mener une enquête dans le et analyser les produits qui révélaient que ce n'est pas des produits en plastique. Nous-mêmes, la population haïtienne, nous avons une habitude culinaire, tu vois. Mais les produits que nous analysons révèlent que ce n'est pas des produits en plastique. Vers la concrétisation d'un financement additionnel au programme de sécurité alimentaire Sud, un accord multipartite a été signé vendredi entre le ministre de l'Agriculture Carmel André Béliard, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti Vincent Dégère et la directrice de l'AFD. L'accord prévoit un décaissement de 4 millions d'euros pour des projets de relèvement post-Mathieu dans le Grand Sud, a expliqué le commissaire européen au développement Neven Mimica, actuellement en visite en Haïti. On l'écoute au micro de Jos Varin et Max Joseph.
Following Hurricane Matthew, we were able to link our rapid emergency et dans la coopération que nous exerçons ici en Haïti, tant à moyen qu'à long terme, nous avons toujours répondu dans nos réponses justement et dans le cadre de l'assistance au peuple haïtien après ces genres d'événements, ces genres de catastrophes naturelles. Nous avons toujours conseillé le gouvernement haïtien de prendre des mesures préventives afin d'éviter justement les plus grands dégâts de ces genres de catastrophes. Nous commençons d'abord à adresser les questions de sécurité alimentaire et les questions aussi de logement et aussi les grands défis liés à la subsistance après ces grands défis. Au-delà de toutes les priorités, nous avons aussi identifié les questions d'éducation, les questions d'abri, de logement justement, et aussi d'assainissement. Là maintenant, je suis fier de pouvoir signer ce contrat d'addendum et aussi assister à la signature de ce contrat, et le contrat qui lie justement l'Agence française de développement et aussi l'Union européenne comme addendum. Ce projet va bénéficier et va pouvoir couvrir 2000 personnes et les gens qui ont été beaucoup plus affectés par le cyclone Mathieu. Je suis sûr que le gouvernement haïtien va continuer à jouer son rôle dans le leadership justement et pouvoir coordonner l'aide humanitaire en réponse justement à cette catastrophe humanitaire. Et aussi pouvoir faire la liaison entre les différentes autorités nationales et le ministère de tutelle et aussi la communauté internationale. Nous, au niveau de l'Union européenne, nous continuerons toujours à supporter Haïti dans ces genres d'événements. Et pour marquer la journée nationale de la diaspora haïtienne le 20 avril cette année, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a organisé du 19 au 21 avril 3 activités autour du thème plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora. Lors de la soirée, du lancement bien sûr de ces 3 journées, le président de la République a dit vouloir que des démarches réelles soient menées en faveur de l'intégration des Haïtiens de la diaspora ainsi que la défense de leurs droits sociopolitiques, culturels et économiques. On l'écoute. Ça fait des décennies depuis que les politiciens, les lobbyistes parlent de problèmes au niveau de la diaspora. Maintenant, cherchons ensemble la solution. Cette solution, nous allons la trouver dans l'intégration totale de la diaspora dans les affaires économiques, politiques, culturelles et sociales d'Haïti. Je veux que l'hypocrisie cesse dans ce pays aussi. Il faut donner à la diaspora son droit. Comment le faire? Ce n'est pas dans les discours politiques. Ce n'est pas dans les plaidoyers à la radio. Il faut travailler pour qu'au niveau du Parlement haïtien, il y a des membres de la diaspora qui siègent au Parlement pour qu'ils puissent défendre leurs droits. Ça va donner la possibilité à la diaspora d'avoir 3 députés au Parlement et un sénateur de la diaspora. Nous avons 30 sénateurs maintenant, 3 sénateurs par département. Nous allons faire de la diaspora en général un département où elle sera représentée par un sénateur. C'est cette proposition moi-même que j'ai fait à la nation. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé vendredi à Cité Soleil au lancement des travaux de curage des canaux Orphelin et Saint-Georges, se trouvant respectivement à proximité des stations d'autobus de Port-de-Paix et Gonaïves. Ces travaux qui seront effectués au cours de ce week-end font partie d'un plan global établi par l'exécutif de concert avec le ministère de l'Environnement visant à mieux gérer les bassins versants de la région métropolitaine. Le président Jovenel Moïse au micro de Pierre Lunique Revanche et Jasmin Denis. Il y a des canaux de drainage qui viennent dans la cité. Canaux de drainage, ça, aux motocyclettes passent dessus. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'ils viennent donner route pour des bouts de l'eau passer. Il y a la pluie qui a tombé. Maintenant, c'est route qui tourne. Moi, je dis, dans la Cité Soleil, moi, je viens là pour me dire, mon Cité Soleil, nous avec eux. Et même, nous commençons l'opération coup de poing dans la vallée de la Tibonite, avec Caravane. Nous allons faire opération coup de poing dans la Cité Soleil à partir de week-end. Pour que mon Cité Soleil, saison la pluie qui a venir, nous allons joindre un souffle
pour de l'eau pas aller inonder en bas. Nous connaissons que la situation est difficile, mais je demande patience, je demande collaboration autour. Techniciens qui viennent travailler, chauffeurs camions qui viennent travailler toute la nuit dans la zone. Pour aider, pour encadrer, pour que le travail vienne faire, pour connaître c'est pour eux, pour la population Cité Soleil. Moi avec eux, j'aime toujours dire, ces résultats comptent pour moi, je ne pas faire partie de problème, je fais partie de solution. Nous allons travailler pour curer tout canal pour que les gens joignent souffle dans le problème d'inondation. Bassin versant, ravine, c'est eux qui boivent là. Chaque ravine qui descend là, il y a plusieurs autres petits ravines qui alimentent. Actuellement, on travaille avec le ministère de l'Environnement pour que le ministère de l'Environnement commence à travailler sur le monde de l'hôpital là pour permettre alluvion sur le descendre. Chaque temps qu'on la pluie tombe, vient descendre dans la ville là pour nous commencer à travailler sur la protection. Autre point, ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, à l'Office national d'identification au Champ de Mars, le calvaire des demandeurs de signes n'en finit pas. Selon qu'on ait des accointances avec des employés de la boîte ou un policier quelconque, on est traité en VIP au détriment de ceux-là qui ont passé de longues heures dans des files d'attente sans pouvoir bénéficier de ce service. Se désolent plusieurs citoyens venus retirer leur carte d'identification nationale. Gardy Barthélemy et Samus David François sont partis à leur rencontre. Suivez. Il est 9h du matin. Nous sommes devant les locaux hébergeant l'annexe de l'Office national d'identification au Champ de Mars. Des dizaines de citoyens, dont des écoliers, font la queue pour retirer leurs signes. La qualité du service provoque la frustration et l'énervement de ces contribuables qui accusent à tort et à travers les employés de l'ONI et les agents de la PNH préposés à la sécurité de l'espace de pratiquer le favoritisme. Regardez là, nous venons là depuis le matin, nous venons dans l'ONI, nous venons des cartes électorales, nous, policiers campés, ils ne vont pas entrer, sécurité campés, ils ne vont pas entrer, employés campés, ils ne vont pas entrer. Si nous ne pouvons pas l'argent, nous ne pouvons pas entrer là. Devant les locaux de l'ONI, les propos prononcés à l'endroit des techniciens de l'institution sont désobligeants. Les policiers aussi n'ont pas été épargnés pour avoir osé frapper certains contribuables qui, pour la plupart, ont laissé leur maison à l'aube pour obtenir cette pièce d'identité. Et 100 $, pour payer, pour jouer une carte là. Ce n'est pas possible. Et chaque policier qui passe là, policier en train de 10 personnes. Les policiers dans la RIA, c'est maîtrise au paquet de jeunes, les pas de pièces dans les mains. Mais les jeunes viennent faire pièces, même policiers encore qui battent les jeunes pour les jeunes pas rentrer dans le bureau pour faire pièces. Plusieurs manifestations ont été organisées au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pour dénoncer le manque de services à l'ONI. Des contractuels de l'institution ont également organisé des mouvements de protestation pour exiger leur nomination, de meilleures conditions de travail, entre autres. Des revendications qui demeurent à date non satisfaites, des centres de réception et de livraison de documents d'identité ont été inaugurés dans plusieurs endroits par le président Jovenel Moïse, mais cela n'empêche que les démarches pour obtenir des documents d'identité en Haïti demeurent un vrai parcours du combattant. Juste le temps d'observer une pause à ce 56 minutes synthèse. Ne quittez pas, on vous retrouve tout de suite après. Bienvenue dans la seconde tranche de ce 56 minutes synthèse. Le vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti a organisé jeudi une conférence de presse autour du thème « Le rectorat accueille les nouveaux admis à l'UEH, défis et perspectives ». L'occasion pour le professeur Hérold Toussaint et son consultant Pierre Michelot Jean-Claude de présenter des stratégies envisagées pour améliorer l'avenir, les conditions de fonctionnement des 11 entités de l'UEH. Aussi, ils en ont profité pour faire le point sur les différentes rencontres qu'ils ont eues avec les nouveaux admis de l'Université d'État d'Haïti. Écoutons-les au micro de Jos Varin et Fézé Mathieu. Jeunes qui rentraient année ça, promotion 2016-2017 là, rectorat allé dans l'université, dans la faculté, ils ont accepté nous.
Et nous allons tout dans l'université Limonade, dans le campus de Limonade, la Juan et Christophe. Ça est important de souligner. Nous avons fait 2 voyages, 2 missions dans le campus de Limonade là. Jeunes qui font entrer dans l'université, dans le campus là, ils ont accueillis nous. Et je ne dis pas, nous avons dit jeunes ça jeunes qui font entrer dans l'université, nous avons dit tout merci, bravo. Une question qui préoccupe nous à partir de l'ensemble de l'intervention étudiante, c'est qui ça, jeunes diplômés UHE devenu. Parce que étudiants UHE, c'est des boursiers de l'État haïtien, donc son investissement. Donc là, ils sorti qui accompagnement qu'ils ont gagné pour permettre qu'ils intégrent le marché du travail, pour permettre qu'ils mettent les compétences qu'ils ont acquises dans l'université pendant des années au service de la société. Donc c'est une question très brûlante et qui n'a pas agité aujourd'hui. Nous prenons conscience tout d'un problème, d'une faille dans la qualité cours qu'on a dispensé dans la faculté. Qualité cours, nécessité pour évaluer les professeurs, nécessité pour gagner des cours qui adaptés à la réalité socio-économique et politique, qui permettent que les étudiants gagnent une meilleure capacité pour intervenir sur des questions d'intérêt national. Donc ça, c'est une question aussi qui est très importante et que le vice-rectorat est très sensible avec lui. Culture, le cinéaste haïtien Raoul Peck remporte le prix du meilleur documentaire à Los Angeles pour son documentaire « Je ne suis pas votre nègre » lors de la 42e édition du Los Angeles Film Critic Association Awards, l'AFCA, dans la section Best Documentary Non-Fiction. Le documentaire I'm Not Your Negro est sorti initialement le 3 février 2017. Il est inspiré de Remember This House, un roman non terminé de l'américain James Baldwin. Coup d'œil à présent à l'étranger. Un policier a été tué et 2 autres blessés par balle sur les Champs-Élysées à Paris jeudi dernier. L'agresseur, dont l'identité est connue et vérifiée, a été abattu selon le procureur de la République de Paris, François Molin. Moins de 3 heures après l'attaque, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat. Reportage Euronews. En France, une fusillade a éclaté jeudi soir sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. La préfecture de police a confirmé la mort d'un policier et indiqué qu'un autre a été blessé. De son côté, le ministère de l'Intérieur déclare que l'agresseur a été abattu. Pour l'heure, impossible de connaître les circonstances dans lesquelles se sont produits les tirs. La station de métro Franklin Roosevelt, tout près de l'Arc de Triomphe, a été fermée et un hélicoptère survole la zone. Direction le Venezuela, un manifestant de 17 ans a succombé à ses blessures mercredi à Caracas, la capitale vénézuélienne qui voit la contestation antigouvernementale s'étendre. Un second mort a été annoncé un peu plus tard par le parquet. En 3 semaines, la vague de manifestations a fait 5 morts et des dizaines de blessés. Reportage. Sur ces images amateurs, un homme vient d'être touché par des tirs. Il mourra peu après des suites de ses blessures. L'origine des balles qui l'ont atteint reste inconnue. En plus de ce jeune âgé de 17 ans, une femme est décédée d'une balle dans la tête en marge d'un rassemblement à San Cristobal, une ville de l'ouest du pays. Cela porte le bilan depuis le début des manifestations au Venezuela à 7 morts. Les milliers d'opposants exigent le départ de Nicolás Maduro, le président vénézuélien. Face à eux, la police fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Le rassemblement devait pourtant être pacifique. C'est la 6e manifestation depuis le début du mois d'avril. Les organisateurs voulaient en faire la mère de toutes les manifestations, alors que le pays est toujours englué dans la crise économique. Nous écrivons l'histoire aujourd'hui. Rien ne doit nous faire penser que c'est impossible. Nous sommes majoritaires, nous sommes plus nombreux et nous allons changer ce pays même s'ils ne le veulent pas.
Parfois, à quelques dizaines de mètres, ce sont justement les partisans du gouvernement qui manifestent leur soutien à l'héritier de Hugo Chavez. C'est un bras de fer qui s'est engagé. 11 pays sud-américains et certains responsables proches du pouvoir ont demandé à Maduro de garantir le droit à manifester. Le mandat du président vénézuélien prendra fin en janvier 2019. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse. À partir du 15 octobre 2017, la MINUSTA s'en va. La MINUJUST s'en vient, une nouvelle mission de l'ONU en Haïti, de mandat de 6 mois, qui a entre autres objectif de renforcer l'état de droit en Haïti, d'appuyer et de développer la police nationale d'Haïti. Vers la reconstruction du palais national, Jovenel Moïse a installé mercredi dernier le groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, une structure de 7 membres et un mandat de 90 jours pour faire son rapport. Et puis, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant et ses ministres ont répondu jeudi dernier à la convocation des sénateurs sur la feuille de route au cabinet ministériel. Les opinions des pairs conscrits vacillent entre appréciation et insatisfaction sur les explications des ministres. Il n'y a pas de produits alimentaires synthétiques à base de plastique sur le marché haïtien, révèlent les résultats des tests organoleptiques du ministère du Commerce qui tente de rassurer la population tout en l'invitant à ne pas s'alarmer face à de fausses rumeurs. Vers le relèvement post-Mathieu dans le Grand Sud, le ministère de l'Agriculture, l'Union européenne et l'AFD ont conclu vendredi un accord de financement de 4 millions d'euros programme de sécurité alimentaire Sud en vue d'améliorer les revenus de la population locale. Célébration le 20 avril de la Journée nationale de la diaspora haïtienne autour du thème plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora. Le président Jovenel Moïse appelle à des démarches réelles pour l'intégration des Haïtiens de la diaspora. Puis à l'étranger, un policier tué et 2 autres blessés par balle à Paris sur les Champs-Élysées jeudi dernier. L'agresseur dont l'identité est connue et vérifiée a été abattu, a informé le procureur de la République de Paris. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et faites du bien.